Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du T'as vu, le magazine télé présenté et réalisé par les étudiants en Master 2 journalisme de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui au sommaire, on va parler de l'Agorae, une épicerie sociale étudiante, mais également de courses de BMX et d'une exposition qui traite de l'impact de l'homme sur son environnement. La semaine dernière, pendant 2 jours, se tenait le 9e salon sur la cybersécurité. À l'heure de l'hyperconnexion, quels sont les risques liés à cette mutation de nos modes de vie? Marine Kijek et Gaspard Dalle se sont rendus sur place. Les 24 et 25 janvier a eu lieu la 9e édition du Forum international de la cybersécurité à l'île Grand Palais. L'objectif est clair, lutter contre le hacking et les risques d'espionnage. Le salon réunit chaque année pouvoirs publics, entreprises et représentants de la société civile avec un seul mot d'ordre: la cybersécurité. Pour l'occasion, même les ministres du gouvernement ont fait le déplacement. C'est le cas du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, mais également de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Il est croissant. Nous avons eu l'année dernière uniquement sur les sites défense 24 000 attaques ou tentatives d'attaque que nous avons tous déjouées parce qu'il y a des attaques bénignes. Mais il peut y avoir des attaques graves et donc il faut établir tranquillement mais sûrement des boucliers, des murailles numériques pour se protéger. Et c'est une exigence, c'est un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté pour notre pays. Et aujourd'hui, honnêtement, on peut dire que nous sommes dans les bons élèves, qui sont quasiment en haut de la gamme pour ces questions de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des risques lors de l'élection présidentielle d'avoir des problèmes aux États-Unis ? Le risque, c'est la diffusion massive de manipulation de fausses informations. Ça, c'est un risque, mais ce n'est pas le risque majeur, mais il faut toujours s'en prémunir. Et c'est la raison pour laquelle l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, a reçu des représentants des formations politiques pour les inviter à de l'hygiène informatique. Pendant certaines périodes, tout ce que l'on met sur mail peut être public. Mais l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a-t-elle réellement les moyens de protéger les partis politiques du piratage? Alors, sur ce domaine très précis, on a provoqué une rencontre en novembre à Paris, à l'ANSSI, avec le directeur général de l'ANSSI et l'ensemble des partis politiques en France pour les sensibiliser à ces questions-là, notamment issus du risque identifié aux États-Unis d'Amérique. Mais on n'a pas, si vous voulez, de levier réglementaire pour leur imposer quoi que ce soit. Sur l'élection, le vote électronique à proprement parler, notre directeur général s'est exprimé récemment et c'est vrai qu'on n'est pas forcément pour aujourd'hui la démocratisation de ce système de vote en termes de transparence. L'ANSSI n'a donc qu'un rôle de conseil, comment dans ce cas réduire au mieux les cyberattaques. Mais il ne faut pas non plus oublier que les organismes ne sont pas les seuls acteurs de la sécurité et que chacun, chaque usager, chaque utilisateur, chaque salarié est aussi un propre responsable de sa propre sécurité. Et c'est aussi pour ça que cette année, la Commission a mis en avant une communication autour des mots de passe notamment. Et on constate encore que le mot de passe le plus utilisé au monde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a aussi une volonté d'expliquer à l'utilisateur, de lui faire prendre conscience des risques pour sa vie privée, des enjeux, de la facilité avec laquelle des tiers, qui sont en général mal intentionnés, peuvent prendre accès de leurs données, révéler à leur égard des données relatives à leur vie privée, à leur santé, à leurs antécédents judiciaires, et j'en passe. L'un des grands conseils, c'est tout d'abord d'être sensibilisé soi-même et de faire attention à ce que l'on publie. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que les informations que vous allez mettre sur Internet vont avoir une durée de vie qui dépasse nos espérances les plus folles, on va dire. Pour les partis politiques comme pour les simples citoyens, le risque zéro en matière de piratage n'existe donc pas. Toutefois, quelques règles de base existent et sont applicables à tout à chacun. Et Marine nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marine. Bonjour Adrien. Marine, est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement entend lutter contre la cybercriminalité ? Oui, alors il faut d'abord savoir que rien qu'en 2016, il y a eu 14 millions de citoyens français victimes de cyberattaques. C'est quand même assez impressionnant. Donc le gouvernement, en fait, pour le gouvernement, il y a 2 enjeux. C'est à la fois lutter contre la quantité des cyberattaques, mais aussi lutter contre leur complexité, parce que la plupart des pirates informatiques ou des hackers renouvellent sans cesse leurs méthodes.
parmi les mesures qui vont être prises par le gouvernement, il y a par exemple la mise en service de 13 centres de police qui seront répartis dans toute la France. Uniquement dédiés à ces problématiques? Oui, uniquement spécialisés dans la cybercriminalité. Et le but du gouvernement, c'est également de protéger les citoyens victimes d'attaques, parce qu'il n'y a pas que les institutions non plus. Vous vous souvenez peut-être, Adrien, de l'attaque de TV5 Monde, par exemple, oui. Donc en 2015. À cette époque, l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité et de la surveillance informatique, avait dépêché des agents. En fait, tout simplement pour aller aider TV5 Monde à pouvoir à nouveau diffuser. Beaucoup plus récemment, on a vu le hackage de Radio Nova sur France Inter avec Edouard Baird. Oui, par exemple aussi. On voit que ça s'ancre de plus en plus dans la réalité des médias. Et... Très bien. Mais le problème, justement, à ce sujet, c'est que ça peut aussi concerner, les attaques cybercriminelles peuvent aussi concerner des citoyens lambda comme vous et moi. Et c'est pour ça que le gouvernement va mettre en place un portail qui s'appelle ACIMA, qui aidera les citoyens à déclarer leur attaque sur Internet, et un portail qui les dirigera vers des prestataires qui pourront les aider, en fait, si vous voulez. D'accord. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui, ou espérer, des fuites à la Hillary Clinton avant les présidentielles françaises ? Eh bien oui, c'est le responsable de l'ANSSI justement qu'on a vu dans le reportage nous expliquer qu'il n'avait pas toujours les moyens de sécuriser toutes les personnes. Et par exemple, c'est le cas des partis politiques. En fait, ce que cette personne nous expliquait, c'est que l'ANSSI n'avait donc qu'un rôle de conseil et d'aide en fait auprès, par exemple, des partis politiques, mais il n'avait en aucun cas le pouvoir de pouvoir leur imposer quoi que ce soit en matière de sécurité informatique, en fait. Donc ça peut tout à fait arriver. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre le hackage aujourd'hui ? Alors il y a des techniques très simples, c'est ce que je vais vous dire. Chose assez étonnante quand même, il faut dire que c'est une étude de l'entreprise Keeper Security qui a été sortie récemment, qui a dévoilé que parmi les 25 mots de passe les plus utilisés encore aujourd'hui, il y avait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou encore petite variante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 1, ou encore password par exemple. D'accord, c'est hautement sécurisé. Ouais, le principal conseil, c'est quand même d'avoir un mot de passe un petit peu plus élaboré quand même. Et faire attention aux sites qui ne sont pas sécurisés et aussi à ne pas dévoiler ses codes de carte bancaire. Enfin, c'est des principes basiques, mais qui ne sont aujourd'hui toujours pas respectés par tout le monde. Très bien, merci beaucoup Marine d'être venue approfondir votre reportage sur ce plateau. Les initiatives solidaires se développent chez les étudiants et l'Agorae en est un très bel exemple. Valentine Leroy et Camille Roland sont allés à la rencontre de cette épicerie pas comme les autres. Au cœur du campus de l'Université catholique de Lille, une épicerie solidaire, l'Agorae, propose aux étudiants de faire leurs courses à moindre prix ou de profiter du lieu de vie. Cette année, c'est 5 ans de l'Agorae Lille. Après, l'Agorae, c'est un projet qui a été soutenu initialement par la FAGE. Donc des Agorae, il y en a plusieurs en France et elles n'ont pas toutes le même âge en fait. Celle-ci, en tout cas, ça fait 5 ans qu'elle est sur Lille. Voilà. Et la dernière qui a été ouverte, c'est celle à Paris, qui a été ouverte il y a un mois ou deux, il me semble. Quelque chose comme ça. Et c'est organisé par qui ? Qui est-ce qui crée l'Agorae ? À Lille, c'est la FAGE du coup, qui a commencé avec le projet Agorae épicerie solidaire et donc qui en a proposé sur les différents campus en France. Et donc du coup à Lille, ça a été soutenu par la Fédé. C'est le pôle Solidarité qui s'occupe de l'Agorae Lille. Donc la vice-présidente du pôle Solidarité, c'est Amélie, donc qui s'occupe de l'épicerie du lieu de vie. Après, donc il y a aussi les 2 personnes en service civique qui vont être là tous les jours pour tenir l'épicerie. Ici, les produits sont en moyenne 80% moins chers qu'en grande surface. Par exemple, un panier Agorae de 10 € vaut un panier de 50 € en supermarché. Il y a autant du sec que des fruits, des légumes. Que des produits d'entretien, comme je disais tout à l'heure. Donc le choix est assez large. En plus, c'est plutôt équilibré parce qu'il y a aussi, comme j'ai dit, fruits et légumes. En plus, c'est des arrivées qui sont différentes à chaque fois, donc on n'a pas les mêmes produits tout le temps. Du coup, c'est quand même intéressant. Là-dessus, il y a un choix assez large. On se fournit grâce à la banque alimentaire principalement, qui va aider. Sinon, on a aussi des partenaires. Donc, par exemple, la Fondation Carrefour, qui va de temps en temps pouvoir apporter quelques petites choses. Les Jardins de Cocagne, par exemple, c'est une association fruits et légumes bio qui vont notamment permettre les paniers cabas de légumes bio. Voilà, donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on a proposé, mais ça tourne assez bien de ce côté-là. Pour bénéficier de ce service, l'étudiant doit simplement remplir un dossier, ensuite traité en commission pour être validé. On n'arrive quand même pas à avoir le maximum de bénéficiaires. On peut en avoir 50 maximum, et chaque année, en général, on n'arrive pas à 50. Donc ça veut bien dire qu'il y a une certaine gêne de la part des étudiants, étant donné que les critères ne sont pas très sélectifs.
Donc il y en a certains qui n'osent pas, malgré le fait que ce soit anonyme et confidentiel. Sinon ils viennent chercher du coup leurs produits d'alimentation à des prix qui vont être beaucoup plus intéressants pour eux et qui vont leur permettre d'avoir un train de vie un peu meilleur. Une nouveauté cette année, un assistant social propose une permanence lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h afin de répondre à toutes les problématiques étudiantes. Pour s'y rendre, rien de plus simple, l'Agorae se trouve entre les facultés de droit et de médecine de l'Université catholique de Lille. Et Camille nous a rejoint en plateau. Bonjour Camille. Bonjour. Alors l'Agorae, c'est une épicerie solidaire, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors certes, l'Agorae propose des denrées alimentaires, elle propose des produits d'hygiène, des fournitures scolaires, mais c'est aussi un lieu de vie où tous les étudiants ont accès. Donc ils peuvent venir manger, donc il y a des fours, des ustensiles de cuisine. Ils peuvent aussi venir travailler, s'y détendre. Il y a accès au Wi-Fi et puis des canapés pour profiter. Donc les étudiants peuvent venir de 11h à 16h, du lundi au vendredi. Et il y a aussi de nombreux événements qui sont organisés par l'Agorae. Il y a des ateliers de cuisine et des ateliers de fabrication de cosmétiques et d'autres choses organisées. Donc le but, c'est vraiment de créer un lieu de vie très communautaire, ça on l'a compris. Est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu cette année au sein de l'Agorae ? Alors il y a un assistant social qui vient d'arriver, il s'appelle Yacine et il propose une permanence aux étudiants bénéficiaires du lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h. Et donc c'est avec ou sans rendez-vous et il propose une aide sociale pour la bourse, l'aide au logement, pour les questions juridiques ou les problématiques qui touchent les étudiants en général. Et cette année aussi, on a remarqué une hausse du nombre de bénéficiaires. En parlant des bénéficiaires, vous dites dans le reportage que l'Agorae n'atteint pas son nombre maximum de bénéficiaires. Pourquoi ? En fait, c'est souvent un sentiment de honte, voire de gêne. Les étudiants, ils n'osent pas venir, ils préfèrent se débrouiller seuls. Et du coup, pourtant, ils sont très bien accueillis à l'Agorae. Il y a des bénévoles qui les accueillent. Et il suffit de remplir un dossier en venant à l'Agorae ou alors sur la page Facebook de l'Agorae pour y avoir accès. Et après, le dossier il est traité par une commission une fois par mois. Et donc, c'est assez ouvert. Donc, l'Agorae, ce qu'elle veut, c'est l'accès à tous aux études supérieures. Voilà pourquoi elle propose... Voilà. Très bien. Merci beaucoup Camille. Merci. Vous êtes venue répondre à nos questions. Merci. Et qui ne s'est jamais senti une âme de rider dans sa folle jeunesse ? Les adeptes de BMX et de vitesse se retrouvent au Between Village Porte de Valenciennes. Victor Bastard et Pierre Gau sont allés tester une course pour vous. Avec les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, un sport extrême est devenu discipline olympique, le BMX. Un coup de projecteur qui bénéficie au Luc Club de Lille. Toute la semaine, cette association de BMX entraîne et forme ses 120 licenciés aux compétitions sur le Between Village près de Porte de Valenciennes. François, ancien sportif de haut niveau et entraîneur attitré du club, supervise les sessions d'entraînement ouvertes à tous. Alors le but c'est vraiment de faire évoluer tout type de population, que ce soit des très jeunes, on a des enfants de 4-5 ans qui commencent vraiment à débuter le vélo vraiment sur l'initiation, jusqu'à des compétiteurs de haut niveau. On a une fille qui est championne de France, finaliste du championnat du monde. Donc c'est vraiment le haut niveau aussi. Ce qui attire, c'est surtout les sensations. C'est surtout pouvoir s'envoler, la vitesse, parce que nous on est sur un sport de course. Donc ils adorent aller vite, aller haut. Moi quand je suis sur mon vélo, je suis libre quoi. Sur une piste, je me sens libre, je peux faire ce que je veux quoi. Je fais ce qui me plaît donc je suis heureux. 5 courses, on va faire 2 groupes. Vous êtes trop nombreux. N'importe. Le BMX sur piste est un sport individuel, mais qui se travaille en équipe. L'esprit de groupe et la cohésion est capital afin de mieux progresser. Ouais, on est un sport individuel, mais l'aspect groupe est super important à l'entraînement pour une question de motivation entre eux, c'est indispensable. Donc même dans les équipes, les divisions nationales, c'est super important de travailler en groupe, pour se motiver l'un l'autre. Je pense que l'esprit de groupe à l'entraînement en tout cas il est primordial pour avoir une cohésion et progresser ensemble. Parce que quand on est tout seul, il fait froid, tout ça, c'est pas toujours facile de venir s'entraîner. Et même si c'est tout seul, au final, entre les compétiteurs, je sais pas, c'est comme un esprit de famille, on s'aime bien tous. Lors d'une course, les concurrents jouent des coudes et la chute n'est jamais bien loin. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter ces riders. L'appréhension de la chute, elle fait partie du sport et c'est important d'avoir cette appréhension parce que sinon on fait n'importe quoi, ça devient très vite dangereux. Donc forcément, ça rentre en compte. Maintenant, il faut essayer de passer au-dessus, essayer de la contrôler au maximum pour essayer de performer parce que si on a de trop grosses craintes, on peut se blesser aussi à ce niveau-là. Parce qu'on est un peu sur la retenue et sur les gestes techniques, ça peut très vite être dangereux.
Maîtriser sa peur, l'une des premières choses que vous devrez apprendre si vous décidez un jour de vous mettre au BMX sur piste. Et Victor nous a rejoint. Bonjour Victor. Bonjour Adrien. Alors on voit dans le reportage qu'il y a une piste avec des bosses, mais est-ce qu'on peut faire des figures? Parce que bien sûr quand on pense BMX, on pense front flip, Effectivement, 360. Quand on pense BMX, on pense aux figures, au freestyle, mais là non, c'était pas le but de la discipline. Là c'est vraiment un sport olympique, c'est-à-dire c'est un sport de course, il y a des championnats qui sont organisés, etc. Là ce qui compte c'est négocier les bosses. Donc les seules figures entre guillemets autorisées, c'est rouler sur la roue arrière afin de mieux négocier les virages et les bosses pour toujours garder de la bonne vitesse. Après, effectivement, il y a le BMX freestyle, il y a le parc aussi, il nous expliquait. Le parc, c'est ce qui se pratique. 1, 2, 3. C'est ce qui se pratique. C'est pas facile à dire. C'est ce qui se pratique donc, dans les skateparks avec des rampes, des bols, etc. Mais là, voilà, c'était vraiment un club dédié au BMX sur piste. Donc là, c'est vraiment de la course. C'est de la course. D'accord. Et comment ça se passe, une saison de compétition Alors, ça se passe un peu comme un championnat de foot. Ouais. Donc, c'est rythmé par plusieurs périodes. Ça commence avec les championnats de printemps. En général, c'est des championnats régionaux. Ça continue l'été avec là les grandes compétitions. Donc championnat de France, etc. Et enfin, ça continue avec des championnats d'automne et il y a une trêve hivernale. Après, pour les points, ça se passe comme je disais comme un championnat de foot, c'est-à-dire en fonction de notre arrivée, on gagne des points ou non, et en fonction de notre classement à la fin des championnats régionaux, on peut accéder aux compétitions nationales, et voilà. D'accord, vous savez depuis quand c'est un sport Depuis 2008 en fait, c'était les JO de Pékin, il me semble, en 2008. Et depuis donc, cette médiatisation, il nous expliquait qu'il y avait pas mal de jeunes qui se décidaient à se mettre au BMX sur piste et pas seulement aux figures ou au parc. D'accord, de nouvelles disciplines qui entrent dans les Jeux Olympiques. Peut-être la course de drone aussi bientôt, on en entend parler. Effectivement, ça serait original, je pense. Ce serait original, très bien. Merci beaucoup Victor. Bonjour Florian. Bonjour Adrien. Alors vous vous occupez de l'agenda culturel cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a Exactement, l'agenda, et on commence cet agenda avec de la musique. Le producteur et DJ français Vitalik. Oui, Vitalik. Victor, je sais que vous êtes adepte de Vitalik. Ouais, Vitalik j'aime bien. Par contre, le dernier album, je sais pas si vous allez en parler, je suis un peu moins convaincu, mais après. Je vais en parler, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais le producteur et DJ français Vitalik donc offrira un concert ce soir à Euralil. Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, Vitalik, de son vrai nom Pascal Arbrez, s'emploie à redéfinir la French touch dans le monde de l'électro. Il mélange la disco, la pop et le rock. Et ses morceaux réveillent la scène électro-française. Et donc la semaine dernière, il a sorti son 4e album, Voyageur, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Pas Victor, mais c'est pas grave. Rendez-vous donc ce soir à 20h pour voyager avec Vitalik à Euralil. Connaissez-vous Redouane Arjan, monsieur? Oui. Non. J'ai entendu parler. Non. Un culte. Et bien pour toutes les personnes comme Adrien qui ne connaissent pas Redouane Arjan, voici ce qu'il donne sur scène. Je m'appelle Redouane Arjan et je viens de... Enfin, je peux pas trop vous dire d'où je viens, quoi, comme je leur dois encore de l'argent par rapport à... Tu sais, une histoire... Enfin, Et tu sais, l'autre jour, je suis allé dans un... Ah non, c'était pas moi. Il y a des gens qui prennent l'avion en ce moment. Enfin, pas là, maintenant, quoi. À moins que vous soyez dans un avion en train de rêver de maintenant, quoi. Wow. Inception. Très spécial comme van, c'est une blague temporelle. D'autres ont déjà ri hier, mais ils savaient pas pourquoi, quoi. En fait, c'était moi par rapport à la blague. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de... J'ai une alu. Elle est dingue. Et le bordel. Tout va trop vite aujourd'hui, tout va trop vite. On est dépassé en permanence, on est assailli d'informations, on est bousculé, c'est le bordel. Le mec qui a inventé la veste en jean, il a fait quoi de son pantalon? C'est tout. Voilà, donc direction le Splendide à 20h ce soir. C'est de l'absurde. Exactement, c'est tout le temps ça pendant 90 minutes et c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un petit domaine. On parle aussi cérémonie dans cet agenda. Ce n'est pas les Césars dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la cérémonie des doigts d'or. Je vous laisse deviner de quel doigt je parle, messieurs. N'est-ce pas? Pour leur 4e production, c'est rendez-vous à la salle Alain Colas ce soir à Lille à partir de 19h30. Et donc les catégories, donc il y a la meilleure publicité, la meilleure réplique, le doigt d'or du féminisme, petite dédicace à Valentine qui fait partie de l'équipe du T'as vu, ou encore meilleure émission de télé-réalité, donc c'est la salle Alain Colas pour les intéressés. Et on termine par de l'improvisation. Demain soir à la Mava, qui est un bar à Lille, aura lieu l'un des meilleurs spectacles d'improvisation de la région. Allez-y, je peux vous dire que ça vaut le coup. J'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière. C'était vraiment très intéressant. En fait, les spectateurs choisissent des sujets improbables pour les comédiens. Et pendant 90 minutes, les comédiens assurent vraiment le show, rire garanti.
Voilà. Merci beaucoup Florian pour cet agenda culturel. Il nous reste un reportage. Quel impact l'homme a-t-il sur son environnement? Quel danger pour la biodiversité? Si cette problématique s'ancre de plus en plus dans le débat public, la prise de conscience n'est pas toujours une évidence. Espèces disparues, espèces menacées, du climat ou de l'homme, à qui la faute? Une exposition qui tente d'éclairer l'un des grands enjeux de notre époque. Julie Goujon, Éléonore Sinoquet et Julie Kiavoué se sont rendues sur place. Espèces disparues, espèces menacées, du climat ou de l'homme, à qui la faute? Voilà la question que se pose l'exposition 2017 du patrimoine scientifique. Installée à l'Université catholique de Lille depuis le 13 janvier, une centaine d'espèces se côtoient afin de sensibiliser le public au changement climatique. Comment la nature réagit-elle à tous ces changements? C'est ce à quoi les étudiants des licences de biologie et de lettres ont essayé de répondre. Nous sommes en compagnie de Manon, étudiante organisatrice de cette exposition. Alors bonjour Manon, comment se présente cette exposition? Bonjour, cette exposition est présentée par les étudiants en licence de biologie, donc de la première à la troisième année, ainsi que des étudiants en faculté de sciences humaines, donc au niveau du master. Elle se divise en 3 parties, donc sur les espèces qui sont menacées par le climat, ensuite comment le climat agit sur ces espèces, et enfin quelles sont les espèces menacées ou disparues. En tant qu'étudiante, pour vous, c'est quoi l'objectif de cette exposition? L'objectif de cette exposition est de sensibiliser les gens aux espèces menacées. Donc, elle présente des formes ludiques, notamment pour les jeunes, avec des puzzles ou un diaporama. Alors donc du coup, vous avez même créé un jeu sur cette exposition, le jeu de l'intrus. Mais nous, ce qu'on se demande, c'est quel est l'intrus? Ah, mais ça, je ne peux pas vous le dire, il faudra venir voir l'exposition. L'invitation est lancée. Vous pouvez donc retrouver cette exposition éphémère jusqu'au 10 février au rez-de-chaussée de l'Université catholique de Lille. Et notre invité du jour, c'est Bruno Millot qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Millot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle au sein de l'Université catholique de Lille? Je suis tout simplement enseignant-chercheur. Oui, dans quel domaine? En sciences, plus particulièrement en géologie et en paléontologie. D'accord. Comment est née l'idée de cette exposition? Alors, cette exposition, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus, sur le patrimoine scientifique de l'université. Et chaque année, depuis 10 ans, on choisit un thème. Alors souvent, le thème est dessiné l'année d'avant. Je fais une sorte de protocole, et après, les étudiants en sciences peuvent s'inscrire dans une option patrimoine où ils vont m'aider à la mettre en place. Vous parliez du fonds de l'université. Comment on enrichit ce fonds en animaux, en biodiversité? Comment ça se passe? Il n'est plus tellement enrichi aujourd'hui. Les collections ont commencé en 1877-78, jusque surtout avant la Première Guerre. Alors après, ça a été enrichi par des dons, par le travail de certains enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, on reçoit encore quelques dons. Un par an, peut-être? Alors, un don par an, oui, mais ça peut être 20 pièces, 40 pièces, ah, d'accord, oui. 150 un don pièces. De plusieurs pièces. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de visiteurs pour l'instant dans cette exposition? C'est tout à fait honnête. C'est pas les records qu'on a pu avoir avec certaines expositions. Oui, en moyenne, entre 15 et 20 étudiants et adultes qui viennent aussi de l'extérieur par après-midi. Il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des adultes qui viennent voir l'exposition. Alors, il y a des adultes. Par exemple, le samedi 4 février, me semble-t-il, il y a une visite organisée à 14h30 par la mairie de Lille. Est-ce qu'il est aussi important de sensibiliser les plus jeunes que les adultes aux problématiques du changement climatique? Tout à fait. C'est aussi le but. Alors, la question se pose dans l'intitulé même de l'exposition. À qui la faute? Alors, élément de réponse avec vous, Monsieur Millot, c'est l'homme ou c'est le climat? Eh bien, c'est les deux. Au démarrage, la 6e extinction, elle a commencé il y a 30 000 ans par la déglaciation, donc c'est un réchauffement climatique d'origine naturelle. L'homme n'est pas franchement responsable de la disparition des mammouths et autres grosses bêtes qui existaient à cette époque. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, l'activité humaine de l'homme aggrave ou accélère la dégradation de notre environnement. Et donc, oui, l'homme est fautif. Et la dernière pièce que l'on peut voir, d'ailleurs, à cette exposition, c'est le pigeon migrateur américain qui a été complètement décimé en 1914, où le dernier exemplaire est mort dans un zoo de l'Ohio. Sympathique. D'après vous, est-ce que cette problématique qui est essentielle est suffisamment mise en avant dans le débat public? Est-ce qu'on en parle assez?
vous en tant que scientifique? On n'en parlait pas beaucoup jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Je trouve que maintenant, on commence à en parler sérieusement. Récemment, il y a un mois, le rapport du WWF est sorti. Donc je trouve qu'il y a très nettement une amélioration. Mais on peut encore mieux faire. D'après vous, est-ce qu'il y a un retour en arrière qui est possible? Est-ce qu'on peut inverser la marche des choses On peut inverser la marche des choses. Il faut l'inverser, parce que la grosse problématique par rapport aux autres crises qu'il y a pu y avoir par le passé, c'est que nous, on accélère les choses. Ce qui serait bien, c'est qu'on décélère un peu. On n'arrêtera pas le réchauffement climatique, mais ce serait bien qu'on décélère, comme ça les organismes vivants pourront s'adapter. Parce que si on continue à accélérer les choses et à aggraver les choses, là, les organismes vivants ne peuvent pas s'adapter. Est-ce que vous avez des petits éléments de solution pour tenter ce retour en arrière? D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider la nature à retrouver ses droits? Je crois qu'il faudrait... Il y a CHIPS. C'est l'activité de l'homme. On accélère le réchauffement climatique. H, on détruit leur habitat, déforestation. Il faudrait aussi un peu arrêter. I, on introduit des espèces invasives à des endroits où elles ne devraient pas être. Donc elles rentrent en compétition, il y a des extinctions. Il y a aussi nos pollutions, P. Et puis après, il y a la surchasse et la surpêche. Donc il faut essayer de réduire tout ça, c'est une question de développement durable. Alors vous parlez de CHIPS, qui est un acronyme. CHIPS, tout à fait. Il y a des étudiants en lettres, en parlant de votre exposition. Que viennent faire les étudiants en lettres dans une exposition qui est très scientifique? Quel est leur rôle? C'est tout à fait nouveau, c'est la première fois qu'on l'a fait, à l'initiative d'une de leurs enseignantes. Ils ont travaillé. Alors exactement avec leur enseignante, je ne sais pas exactement sur quoi, mais le résultat de leur travail, c'est qu'ils ont cherché des œuvres littéraires où c'était plus ou moins en rapport avec ces changements climatiques. Ils ont aussi fait de la musique, avec des bruits naturels et des bruits synthétiques. Ils ont aussi fait des jeux. Il y a 2 petits pulses qui peuvent être pour plutôt les jeunes. C'est la patte didactique de l'exposition, c'est la patte artistique. Voilà, on peut dire ça. Très bien. Jusqu'à quand on peut profiter de cette exposition? De mémoire jusqu'au 10 février, toutes les après-midi, de 14h à 18h. Très bien. Un très grand merci, Bruno Millot, d'être venu vous prêter au jeu de nos questions sur ce plateau. Je vous en prie. À bientôt, on espère. Et c'est déjà la fin de ce T'as vu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.